Bonjour à tous. Bonjour. J'espère qu'après cette légère pause, on a pu vraiment recharger les batteries pour la suite des travaux. Alors, merci Élisée pour ton introduction. Nous avons notre premier panel inaugural que j'ai l'honneur et le privilège de modérer. Et il a pour thème l'économie sociale et solidaire et les innovations sociales comme moteur d'une croissance durable et inclusive au Bénin. Alors, pour ce panel, je vais avoir l'honneur d'être avec le doyen Lovesé Patrice, qui est le président du GBES, que je vous prie d'ovationner. Je serai avec Madame Myriam Gopero, qui est également une grande actrice de la thématique et qui pourra nous édifier également sur sa compréhension du thème et les enjeux pour une croissance durable et inclusive au Bénin. Je serai également avec Madame Fakambi Kami de Sens, que je vous prie d'ovationner. Merci. Alors, sans plus tarder, je vais inviter le doyen Lovesé Patrice à me rejoindre au pupitre pour quelques minutes de présentation ou d'exposé pour qu'il nous parle de sa compréhension globale de la thématique. Merci de l'ovationner, s'il vous plaît. Je vais parler de ma compréhension et je suis très content que vous ayez utilisé ce thème-là parce que l'innovation sociale, pour ma part, ne peut se développer normalement que dans le cadre de l'économie sociale et solidaire. Parce que c'est un groupe de personnes qui, confrontées à des difficultés données, ils prennent de nouvelles initiatives pour la mise en place d'un projet de société nouveau plutôt, pour régler, pour trouver des solutions efficaces aux difficultés et qui est diffusable. Si ce n'est pas diffusable, ce n'est pas bon. Donc, il y a d'abord un groupe de personnes, et lorsqu'on parle de groupe de personnes qui entreprennent ensemble, que ce soit innovation ou pas, ça rentre déjà dans le cadre d'une organisation de l'ESS. Et c'est pourquoi je dis, non logiquement, on peut parler de développement, d'innovation sociale que dans le cadre du l'ESS, parce que c'est un ensemble, un groupe de personnes qui, confrontées à un problème ou à des difficultés, et prennent des initiatives nouvelles pour résoudre ou trouver des solutions plus ou moins bonnes aux problèmes ou aux difficultés, et cette solution doit pouvoir être efficace. Non seulement ça donne des solutions aux difficultés, mais c'est efficace. Donc, ça ne peut se faire, à mon sens, que dans le cadre d'une organisation d'économie sociale et solidaire. Donc, je crois que, comme je suis pratiquement le premier intervenant, il faut parler un peu de l'économie sociale et solidaire. C'est quoi? Pour ma part, c'est une économie à visage humain. Parce que l'économie capitaliste n'est pas à visage humain, et excusez le terme, c'est à visage animal. Je dis d'excuser le terme. Parce que ce n'est que l'individu ou les quelques personnes qui ont créé, qui s'arrangent tout, tant mieux pour ceux qui participent à la mise en œuvre. Or, l'économie, dans le cadre de l'organisation d'économie sociale et solidaire, dont la plus importante organisation est la coopérative. Et donc, si je prends
la définition pour l'explication de coopérative, c'est un certain nombre de personnes, au moins 3, qui sont confrontées à des difficultés, qui se mettent ensemble et qui mettent en place un projet de société qu'ils gèrent ensemble à leur profit et qui gèrent dans la démocratie. C'est-à-dire, ce n'est pas la démocratie politique. Parce que dans la société capitaliste, c'est celui qui a plus d'action qui est roi. Et dans la société coopérative, c'est une personne, une voix. Donc c'est une gestion démocratique. Et puis, il se rétribue dans une certaine équité les fruits de leur activité. Donc, l'innovation sociale ne peut se dérouler et se développer normalement que dans le cadre d'une organisation ou d'organisation d'économie sociale et solidaire. Et j'ai dit que c'est l'économie à visage humain. C'est le troisième pilier de l'économie. Parce qu'il y a l'économie publique, il y a l'économie capitaliste, mais lui, ce n'est pas public, ce n'est pas capitaliste. C'est bizarre. Il est économie, mais sociale. Il résout sa priorité, l'une de ses priorités, c'est la résolution des problèmes sociaux pour lesquels l'organisation est née. On peut résoudre alors le problème que par le biais d'une activité économique, non, que par une entreprise. Et il faut donc que l'entreprise soit sociale, se préoccupe beaucoup plus du problème social de ceux qui constituent l'entreprise parce qu'ils le gèrent, ils la gèrent plutôt à leur profit. Je ne sais pas si cette petite introduction-là peut aller pour permettre que les autres me rejoignent. Alors, je vais inviter Mme Myriam Aloigny-Nougouillot, directrice de Béton, à rejoindre M. Patrice Lovicet. Merci beaucoup pour l'invitation et de nous donner l'opportunité de partager notre expérience et notre compréhension du sujet. Je ne vais pas expliquer dans le détail parce que le voisin l'a déjà très bien fait. Et je vais aussi essayer d'éviter les poncifs qu'on a souvent par rapport à l'économie sociale et solidaire. Je vais essayer de partager d'un point de vue de l'organisation du GER qui est Gobeto et qui œuvre sur le plan Porto. Donc, nous, ce qu'on entend par croissance durable et inclusive, en fait, c'est déjà une croissance qui s'amarre au rythme du vivant et qui n'est pas prédatrice des écosystèmes. Parce que nous, on travaille sur un volet extrêmement écologique. Et c'est dans un deuxième temps, plus le côté inclusif, c'est une croissance qui n'est pas génératrice d'inégalités, mais qui, au contraire, vise à les réduire et surtout à éviter que les bénéfices dont on retire de l'activité ne soient captés que par un nombre vraiment très restreint de personnes qui possèdent des moyens de production. Est-ce que cette logique signifie d'arrêter de créer de la richesse, d'arrêter de créer de la valeur? Mais je pense qu'au contraire, pas du tout. Il suffit juste que cette valeur ajoutée, elle soit redirigée au bon endroit. Et justement, chez nous, à Gobeto, on produit beaucoup de la richesse et de la valeur et on la produit à partir des déchets. Donc les déchets qui normalement sont, selon la définition classique qu'on peut trouver dans le dictionnaire, des résidus qui ne servent à rien et qui sont destinés à l'élimination. C'est assez, je ne vais pas dire ironique, mais c'est à soulever que souvent les déchets les plus dangereux dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui sont des résidus des entreprises qui ont le plus de conséquences négatives socialement et environnementalement parlant. Mais nous, les déchets, on les récupère et on les revalorise. Donc on crée une nouvelle chaîne derrière. En fait, succinctement, je vais vous présenter notre projet pour que vous puissiez comprendre de façon imagée ce qu'on fait concrètement. Donc, tout d'abord, on a un projet qui s'appelle Énergie verte, qui consiste à la transformation, à la valorisation des déchets agricoles en combustible écologique. Donc, on est dans une dynamique extrêmement locale, puisque étant basé à Porto Novo, on agit uniquement avec des acteurs de la vallée de l'Ougou. Et on récupère chez les groupements agricoles leurs résidus. Alors,
ne vais pas rentrer dans les détails de notre recette, on peut en rediscuter si ça vous intéresse. Et ensuite, ces résidus, donc nous, on les récupère en échange d'un accompagnement agricole, donc ça peut être une aide à la formalisation, un accompagnement administratif de façon générale, un apport de moyens matériels. Une fois ces déchets agricoles récupérés, nous, on a une petite cambouille pour créer notre charbon. Et ensuite, le but, c'est que ce charbon soit commercialisé pour les ménages les plus précaires de Porto-Novo, c'est-à-dire les ménages qui utilisent du charbon de bois. Mais comme on sait, le charbon de bois est extrêmement néfaste déjà pour la santé, les fumées qui en ressortent sont vraiment catastrophiques en termes de conséquences sur les voies respiratoires. Et bien évidemment, c'est aussi une catastrophe au niveau de la déforestation, qui est quand même un sujet dont les pouvoirs publics se sont saisis il n'y a pas longtemps. Donc nous, on s'inscrit dans cette dynamique qui est de faire reculer la déforestation. Et c'est comme ça qu'on apporte notre pièce à l'édifice. Ce projet, il a aussi permis de créer des emplois. On a une équipe de production qui est exclusivement composée de femmes, et on met en plein honneur à employer des femmes qui ne sont pas forcément qualifiées, qui sont souvent issues du secteur informel. Et ces femmes, en fait, elles sont quand même les premières victimes de la catastrophe écologique à l'essai. Donc c'est d'autant plus important de leur donner l'opportunité de créer de la valeur, de créer de la richesse, d'avoir des revenus décents, de travailler dans des conditions tout aussi décentes. Ensuite, notre second projet, c'est le comptoir du plastique. Donc ça, c'est notre unité de valorisation des déchets plastiques sur notre site à Porto-Novo. Donc en fait, c'est pareil, un concept assez simple, parce que finalement, les concepts de SS ne sont pas très sorciers en ce moment, c'est de la logique quand même. On va chercher des déchets plastiques chez des petits, plus ou moins gros fournisseurs de la zone. Donc une fois de plus, on travaille avec le secteur informel. On les achète. Voilà, un prix qui permet de rémunérer ces personnes qui centralisent ce type de déchets. Ensuite, on les broie, on les lave, et on a un résultat qui est du broyat. Et ce broyat, on le vend à des entreprises de la sous-région pour que la production repose sur une part moins de plastique vierge, c'est-à-dire moins de production de plastique vierge, moins de rejets, de fumée de pétrole dans l'air, enfin voilà, toutes conséquences négatives à la production de plastique. Et nous, on permet de réduire cette place de plastique vierge. Et notre but à terme, ce serait de proposer un produit fini, voilà, pour le marché béninois, quelque chose qui répond aux besoins des populations, une fois de plus, c'est-à-dire, ça s'imagine en fait, comme beaucoup de choses, ça s'imagine et le champ des possibles est ouvert. Là, pareil, on a créé pas mal d'emplois, on a une équipe sur place qui bosse à fond tous les jours pour valoriser le plastique, pour le vendre et pour nous permettre d'aussi augmenter la qualité de la salubrité de la ville de Porto-Novo. Ce qui veut dire que les déchets plastiques à Porto-Novo, je pense que tout le monde a déjà fait un tour à Porto-Novo aussi, c'est compliqué. Ensuite, on a le projet Recyclerie, qui est un projet qui a vraiment, je pense que vous pourrez en convenir, une visée très sociale. Donc en fait, pour ce projet, on travaille avec la Société de gestion des déchets et de salubrité, la SGDS, vous êtes certainement familier. Donc la SGDS, qui en 2020 a ouvert des points de regroupement qui sont au nombre de 18 sur la région du Grand Mouquet. Et à Porto-Novo, il y a 3 points de regroupement. Le problème de ces points de regroupement, c'est que s'ils sont un très bon premier pas vers la salubrité publique, tous les déchets qui sont convoyés sont destinés à l'enfouissement. Or, l'enfouissement des déchets, ça signifie la pollution des sols, ça signifie, voilà, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais surtout ce qui est dommage, une fois de plus en termes de création de valeur, de création d'emploi, c'est qu'il y a des matières à valoriser en fait, dans ces déchets. Il y a peut-être la création de valeur possible, et du coup, il y a aussi des emplois possibles. Donc nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a invité des femmes qui, avant de travailler dans le secteur informel, en ramassant les déchets dans les rues, à travailler sur ces points de regroupement pour trier les déchets. Voilà, dire ça c'est valorisable, ça c'est pas valorisable. Et ensuite, pouvoir trouver des débouchés, une fois de plus, pour pouvoir recycler en fait tout simplement ces déchets. Et par ce biais, aussi leur permettre d'avoir des revenus décents, de travailler dans un cadre sécurisé, formel, d'être structuré en coopérative, et après, encore plus dans la vie sociale, nous on met un point d'honneur à ce que ces femmes, qui sont des femmes, qu'elles puissent bénéficier d'un accès renforcé, alors pouvoir les informer sur les droits qu'elles ont en tant que travailleuses, sur les droits qu'elles ont en tant que femmes, et les accompagner dans les démarches de soins, notamment les soins publics. Voilà. Merci, Madame Marianne.
Oui, vous avez encore une minute. Ok, pardon. J'ai gardé mon temps, je m'en rends pas compte. Et du coup, oui, simplement, le quatrième projet, c'est l'opération de main. C'est un projet qui vise en fait à sensibiliser les futures générations parce que voilà, c'est bien de se baser sur les besoins de la population actuelle, mais on anticipe aussi les besoins des populations futures, puisque c'est aussi sur ces générations que les conséquences vont être les plus catastrophiques. Et donc, je finis très rapidement, mais je suis très contente d'être là aujourd'hui pour voir en fait toutes ces belles innovations, toutes ces initiatives, mais qui malheureusement sont éparses. Et c'est vrai qu'on a vraiment besoin d'être fédérés et on a besoin d'une clarté en fait pour pouvoir naviguer. Pouvoir naviguer entre les partenariats institutionnels publics, privés, peu importe, mais juste arrêter avoir plus de marge de manœuvre dans ce qu'on fait. Donc voilà, si on peut structurer nos initiatives et aller au-delà de la validation de nos engagements, mais être accompagnés pour pouvoir développer nos initiatives, en fait, c'est de ça dont on a besoin, et on a besoin d'un cadre légal et on a besoin d'une carte législative. Voilà, je vous remercie. Je vais me tourner vers M. Luc Ngoué-Bara, qui est consultant international en OSS. Et je suis sûre qu'il a d'autres aspects à nous faire visiter, de nous faire voyager, puisqu'il a beaucoup travaillé de par le monde sur la thématique. Alors, M. Luc Ngoué-Bara, qu'est-ce que vous avez envie de nous dire de nouveau? Merci. Bien, bonjour à tous et à toutes. Je tiens tout d'abord à remercier et à féliciter, n'est-ce pas, cette initiative, parce que ce n'est pas toujours donné que des jeunes se mettent ensemble et, n'est-ce pas, attirent l'attention des acteurs ou alors des ayants droit sur des questions vraiment que nous vivons chaque jour, des questions réelles qui, n'est-ce pas, nécessitent notamment des réponses, des solutions concrètes. Et l'économie sociale, aujourd'hui, me semble, n'est-ce pas, la voie royale pour pouvoir adresser la plupart des questions, des problèmes, des défis sociaux que connaît, n'est-ce pas, le continent africain aujourd'hui. Nous en voyons, il y en a énormément. Il suffit juste d'ouvrir les yeux, de regarder autour de soi, on comprendra le. Mais il est d'abord important de comprendre ce que c'est que l'économie sociale, bien que autour de ce concept, plusieurs définitions tournent. Et celle que personnellement je peux retenir, c'est, n'est-ce pas, ce fait que c'est un modèle où certaines entreprises, telles que les coopératives, les associations et autres, cherchent à concilier, n'est-ce pas, l'économie et la question éthique. Parce qu'il y a une question de valeur. En plus, n'est-ce pas, de ces valeurs économiques, pécuniaires, financières que recherchent, n'est-ce pas, ces entreprises sociales, ce qui les distingue, c'est beaucoup plus, n'est-ce pas, cette valeur qu'elles portent. La centralité de l'ordre, une lucrativité limitée, les valeurs démocratiques dont on a parlé, les doyens et certains de mes prédécesseurs. Et ce sont ces valeurs-là qui, curieusement, sont bien imprégnées dans nos cultures africaines. Nous connaissons ce que c'est que la solidarité, nous avons des tontines, nous avons des petites organisations dont nous faisons déjà de l'économie sociale. Seulement, une chose intéressante, il faut encadrer toutes ces activités que nous menons. Et c'est, je pense, un des objectifs de cette rencontre, une démarche vers, n'est-ce pas, la reconnaissance de ce modèle, de cette autre manière d'entreprendre. C'est-à-dire qui centralise l'homme, qui met l'homme au centre de toutes les activités. Bien. Pendant la période des questions, on aura le temps de revenir sur certains détails. J'avais préparé quand même certaines choses que je voulais faire. Étant donné qu'on sera coupé, il est important d'être très bref. Voilà. Donc, parlant de l'innovation sociale aussi, je vais
tout récemment, le BIT a publié un texte, une recherche, à mon avis, très intéressante. Je crois que c'est paru le 19 septembre 2022, qui est intitulé « L'économie sociale et solidaire, 2 points, catalyseur de l'innovation sociale en Afrique ». L'étude a été faite sur 5 pays, le Maroc, la Tunisie, l'Afrique du Sud, le Sénégal, le Cameroun. Et donc, j'ai eu l'honneur de conduire l'étude au niveau du Cameroun. Donc, mais je pense que, étant donné que les problèmes africains sont les mêmes, c'est les mêmes problèmes que nous rencontrons, il est important qu'on s'inspire, qu'on puisse lire aussi ces textes, parce que ça peut nous inspirer. Ça peut nous inspirer. Et parmi ces pays, il y en a qui ont déjà des cadres légaux, d'autres n'en ont pas. Donc, l'expérience de ces différents pays peut nous aider à mieux comprendre la démarche, le processus qui a été enclenché dans ces autres pays qui aujourd'hui peuvent quand même parler et avoir, n'est-ce pas, un cadre ou alors un cadre dans lequel ils évoluent. Donc, pour le moment, je vais m'arrêter là en attendant les questions. Merci. Merci, Monsieur Luc Mbaka. Merci à vous. Alors, notre dernière panéliste, Madame Kemi Fakambi, pourra aller très brièvement dans ce qu'elle peut apporter de nouveau au développement de ses prédécesseurs. Merci de l'ovationner à s'installer, s'il vous plaît. Alors, avant, déjà merci de nous donner la parole. C'est vrai que Sandrina est partenaire de cet événement, a voulu accompagner au mieux cette initiative de l'envol. Mais merci vraiment de donner cette opportunité, de présenter de présenter notre vision, on va dire, notre apport à l'économie sociale et solidaire à travers l'entrepreneuriat social et solidaire. Donc, je pense que nous sommes bien en phase sur le fait que, au fondement, que ce soit de l'économie, que ce soit de l'entrepreneuriat social et solidaire, il y a des dynamiques collectives. Il y a la recherche de solutions à des problématiques sociales. Maintenant, cette vision peut se décliner sous différentes formes. Donc, je vais présenter une forme de l'économie sociale et solidaire qui, je pense, se rapproche fort de l'expérience de Myriam de Gobeto, que je n'ai pas encore eu la chance de vraiment rencontrer. Néanmoins, nous travaillons aussi, je le disais ce matin, sur la professionnalisation des coopératives qui sont vraiment des instruments de base, au fondement de l'économie sociale et solidaire. Donc, je ne sais pas si vous voyez bien, je voulais mettre en lumière quelques entrepreneurs solidaires, quelques entrepreneurs qui s'inscrivent dans cette démarche d'économie sociale et solidaire. Donc, Christian ABP est une entreprise sociale de services aux euros. Donc, il y a un sigle qui s'appelle ESSOR, Entreprise sociale de services aux euros. Il développe son apport, sa réponse à une problématique que rencontrent les acteurs économiques en milieu rural, c'est d'apporter des services pour les producteurs et les transformatrices de soja et de chercher à les raccorder, à leur faire donner accès à des marchés de soja bio. Donner accès également à des financements. Donner accès à la possibilité de se structurer, justement, faciliter cette structuration en petites organisations professionnelles agricoles et accompagner leur renforcement de capacité. Il fait tout ça, il renforce donc cet écosystème-là en milieu rural et en même temps il sécurise son approvisionnement en matières premières. Il leur donne accès par exemple à un marché de soja, mais il peut également travailler avec un autre entrepreneur essor pour leur donner accès à un marché de maïs, pour leur donner accès à un marché
pour les graines de Nîmes, par exemple. L'idée de soutenir l'agriculture multifonctionnelle en donnant accès à différentes opportunités de marché au-delà de l'accès à un certain nombre de services. Je voulais me donner un autre exemple, mais semble-t-il un petit souci technique. Souman Raimi, lui, il est dans l'apiculture. Nous avons aussi un entrepreneur social dans la salle qui est dans le secteur de l'apiculture, John Larry. C'est un des entrepreneurs qui est issu de la démarche Bénin Entreprendre Solidaire avec son territoire dans les collines. Lui, il a formé autour de lui de petits groupes de producteurs de miel en les formant à l'élevage d'abeilles, en les faisant migrer parfois d'une activité de production de charbon qui amène à détruire les superficies de boisés, à détruire les arbres, à une activité d'apiculture où au contraire on va protéger les surfaces boisées. L'apiculture et le miel a un impact intéressant, important en termes de nutrition, en termes de santé. Troisièmement, au-delà du revenu généré, au-delà de l'impact en termes de nutrition, c'est aussi en termes d'environnement. Les abeilles, dans un environnement agricole, c'est important pour faciliter la pollinisation, donc ça accélère, ça augmente les rendements. Je risque une troisième, Passerelle des Pins. Elle fait planter à des groupes de producteurs de plantes aromatiques. Elle fait planter des plantes aromatiques, elle fait cultiver des plantes aromatiques, elle les forme, beaucoup de femmes, et avec ça, elle fait des tisanes, des infusions. Je pourrais donner encore beaucoup d'exemples dans plusieurs secteurs d'activité. Là, c'était surtout dans le secteur agroalimentaire, mais comme le temps est compté, je vais quand même dire, après avoir donné ces exemples, d'où on est parti, d'où tout ça vient. Donc, au tout début, 2007-2008, Sens Bénin n'existait pas. Ce qui existait, c'était une coopération décentralisée entre le département des Collines et la Picardie. Ce programme, qui a été mis en œuvre à partir de 2008, s'appelait COPIDES. Collines et Picardie développent l'entrepreneuriat social. Il y a eu 5 années de mise en œuvre de ce programme avant qu'il ne s'élargisse à d'autres territoires du Bénin et qu'on passe à la dénomination BEST, Bénin Entreprendre Solidaire avec son territoire. Toujours dans une approche où, on parle de coopération décentralisée au départ, où les élus ont été vraiment le moteur pour mettre en place une dynamique de développement du territoire par l'économique. Mais pour accompagner les entrepreneurs, pour ajouter des fonds publics dans l'accompagnement d'entreprises privées, la question s'est posée de comprendre ce qui justifiait que parmi toutes les entreprises d'un territoire, toutes privées, telle ou telle, puissent bénéficier d'un soutien public. Si on investit des fonds publics dans des entreprises pour de l'accompagnement, du renforcement de capacité, peut-être parfois plus que ça, il faut s'assurer que ces entreprises vont vraiment générer des retombées sur le territoire et du coup vont vraiment s'inscrire dans cette logique d'économie sociale et solidaire. Et c'est comme ça qu'est née la charte Entreprendre solidaire avec son territoire, avec 8 principes qui ont été énoncés en 2009. DE du GIC saurait mieux dire que moi la date exacte. Et cette charte est comme une boussole pour développer des modèles d'affaires qui s'intègrent vraiment dans les fondamentaux, dans les valeurs de l'économie sociale et solidaire. On retrouve aussi là les principes clés du développement durable, la viabilité économique, l'impact social et l'aspect environnemental territorial. L'aspect économique parce que être entreprise, créer de la valeur, comme le disait tout à l'heure Myriam, mais c'est s'assurer que les impacts qu'on va générer vont être durables, vont durer longtemps. Donc souvent on dit il faut être solide pour être solidaire, il faut être viable pour être solidaire, pour impacter son territoire. À côté de ça, l'enjeu, c'est quand même les performances sociales, et c'est, comme le disait aussi le doyen tout à l'heure, le fait de ne pas le faire seul, le fait d'inclure de façon vraiment volontariste les différentes parties prenantes, de chercher à les impacter, soit en sécurisant un revenu,
soit en donnant accès à un service qui n'existe pas, à un aliment qui contribue à la nutrition, à des meilleures conditions de travail. On peut impacter de plein de façons différentes son territoire. Et après 10 ans d'expérience, nous sommes convaincus que autant on dit qu'il faut être solide pour être solidaire, autant il faut être solidaire pour être solide. Dans un environnement comme le nôtre, assez instable, avec beaucoup d'incertitudes, les liens qu'on tisse avec les différents acteurs, parties prenantes, soit de la chaîne de valeur, soit les acteurs qui sont sur le territoire, sont vraiment déterminants. Donc solide pour être solidaire, mais solidaire pour être solide. Et enfin, la notion d'ancrage territorial, assez naturellement, vu que c'est une initiative qui est née d'élus locaux, cette attention-là à ce que les entreprises s'inscrivent bien dans les politiques territoriales et à l'inverse que les politiques territoriales reconnaissent bien l'apport, la contribution de ces entreprises au territoire. On parle derrière de mesures d'impact. Donc ça, c'est la base, le fondement, avec aujourd'hui quelque chose qui est de l'ordre du label. Il y a une centaine d'entreprises locomotives, je les appelle comme ça, qui ont été accompagnées depuis le début. Et ces entreprises locomotives ont entraîné avec elles, ont inclus un grand nombre de petits producteurs, d'apiculteurs, de jeunes distributeurs, tout un ensemble de personnes qui ont été embarquées, inclus dans la chaîne de valeur et donc qui ont pu s'insérer dans un circuit économique. Donc le label qui est en train de se développer, Best Qualité Locale, c'est donc une reconnaissance par les parties prenantes. On organise des comités de certification où sont présents les élus, sont présents les investisseurs, sont présents les autres entrepreneurs solidaires pour pouvoir attester du fait que telle entreprise, effectivement, respecte les principes de la charte. C'est une forme de reconnaissance. Elle n'est pas une reconnaissance par les tiers, mais c'est un appel aux autorités aujourd'hui présentes. Le cadre législatif réglementaire qu'on attend doit permettre vraiment de reconnaître les entrepreneurs qui font cet effort-là d'allier, de concilier viabilité économique et impact social. Je vais passer ça, c'est trop long. Je vais juste dire aujourd'hui, ou même depuis le début, quels sont les secteurs d'activité sur lesquels on se concentre, bien se nourrir en ville, se soigner naturellement, donner accès à l'énergie en milieu rural, parce que c'est là qu'il y a un enjeu de création de valeur au service des populations, au service des organisations professionnelles agricoles, et puis produire sain, avec des engrais naturels et la sensibilisation sur l'agroécologie. Ça, je passe. Je vais juste donc redire l'axe fort, c'est l'agroalimentaire, l'agro-santé, c'est valoriser les ressources des territoires avec des entreprises dont le modèle d'affaires prévoit bien que la finalité sociale est au cœur et donner accès aux consommateurs urbains ou ruraux à des produits de qualité sains. Donc voilà un peu quelques exemples de produits, quelques marques d'entreprises que nous avons eu à accompagner. Il y a une marque en particulier, surtout dans les collines et le zoo, qui commence à être une marque aussi connue que Cube Magique. C'est la marque Mon Soja. C'est des produits à base de soja, mais surtout le fromage de soja. Mais derrière, il y a le couscous à base de soja, il y a le lait à base de soja, etc. Et cette dernière slide pour montrer un peu comment on mesure nous-mêmes notre impact en tant que société coopérative, entreprise des territoires, des collines, du zoo et bientôt de l'Atlantique littoral. Nous nous inscrivons vraiment en tant que SCOP comme une des entreprises de l'économie sociale et solidaire, mais une entreprise d'entreprise, une entreprise qui développe des entreprises elles-mêmes sociales et solidaires. Et donc voilà un peu les impacts tels qu'on les mesure en milieu rural, parce que c'est un peu notre cible, on est dans le sens bénin dans la société coopérative, beaucoup d'agronomes, donc on a vraiment à cœur que toutes les entreprises qu'on accompagne d'une façon ou d'une autre impactent les milieux ruraux, des impacts au maillon de la transformation et des impacts au maillon de la distribution, tout ça avec 3 grands axes: la promotion des pratiques agroécologiques, l'attractivité de la vie au village, l'enjeu de l'exode rural et la promotion d'une alimentation saine.
quelques photos juste pour dire que la question de la consommation locale est vraiment un cadre dans lequel on peut beaucoup impacter les territoires. Merci pour votre attention. Alors, je disais tout à l'heure que j'ai essayé de catégoriser un peu les acteurs que nous avons en face de nous. Je vais commencer par Mme Kemi Fakampi, qui dirige Sonspena. Elle l'a dit, elle est non seulement, son entreprise est non seulement une coopérative, mais également une structure d'accompagnement à l'entrepreneuriat et à l'entrepreneuriat innovant, donc une SAE et une SAEI. Nous avons M. Luc Mpara, qui est le délégué du réseau de maires du Cameroun pour l'économie sociale et solidaire. Alors lui, je l'ai catégorisé en tant acteur vraiment actif de l'ancrage territorial dans ton besoin l'économie sociale et solidaire et les innovations sociales pour émerger et aussi pour contribuer à l'ouverture des cadres légaux de la thématique. Nous avons Bobéron, j'espère que cette fois-ci ça va, que je le prononce bien, que je ne l'ai pas écorché. Madame Myriam qui dirige Beaubeton, d'accord. Beaubeton qui est une entreprise carrément sociale, une entreprise innovante. Et nous avons le doyen, Laurence Patrice, qui préside le groupe béninois d'économie sociale et solidaire et qui est, que je vais catégoriser comme étant acteur de cadre légal en Afrique pour l'ESS. Alors, je voudrais me retourner vers nos chers panélistes pour que depuis leurs positions respectives, d'après la catégorisation que j'ai pu faire, depuis vos positions respectives, quelles sont selon vous deux actions fortes qu'on pourrait mener, qui pourraient être mises en œuvre depuis vos positions respectives pour quand même aider l'ESS et les innovations sociales à vraiment aider les territoires à se développer et à mettre en avant l'inclusion et le social. Merci. Oui, merci pour m'avoir passé la parole. Généralement, on dit que les entreprises sociales sont d'abord des entreprises territoriales. Et pourquoi cela? Parce que leurs activités se mènent essentiellement dans les territoires où ils évoluent. Et c'est justement pour cette raison que vous avez entendu, madame, parler de la zone des vallées des montagnes, les collines des montagnes, par exemple, c'est un territoire. Alors, ça signifie que dans ce territoire-là, les entreprises essayent, les entreprises sociales qui naissent, essayent tout d'abord de partir, de s'appuyer des ressources, des atouts que présente, n'est-ce pas, le territoire. Justement parce que dans le territoire des collines le département des collines, nous avons beaucoup d'atouts. Et justement, son entreprise et les autres entreprises sociales s'inspirent ou alors s'appuient sur cela pour pouvoir apporter, n'est-ce pas, des réalités innovantes. C'est-à-dire qu'ils répondent à des besoins territoriaux mal satisfaits ou peu satisfaits. Ils apportent un plus, une valeur ajoutée, l'innovation. Alors, ça c'est dans le cadre de l'ancrage territorial des entreprises qui sont, n'est-ce pas, qui agissent dans le territoire. Et parlant effectivement de cette réalité, je vais vous citer un exemple d'une expérience au Cameroun, par exemple, qui au niveau des communes de Garoua, une commune camerounaise dans la zone sahélienne, où des femmes qui travaillaient dans le cadre des activités génératrices de revenus ont été, n'est-ce pas, mises ensemble pour essayer de trouver des mécanismes pour, n'est-ce pas,
accélérer leur activité et chercher à créer des richesses à partir de ce qu'elles faisaient déjà. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que les femmes mettent ensemble, n'est-ce pas, des sous. Elles font une espèce de caisse, où elles agissent sur des fonds propres. Chacune font des cotisations, des tontines. Voilà. Et elles ont pu mobiliser en un an près de 500, combien de millions, Jean-Paul? 500 millions de francs CFA. Et à partir de là, ces femmes, simples femmes du pays, elles ont, n'est-ce pas, été appuyées par les élus locaux, par leur commune. Elles ont été accompagnées, c'est-à-dire les entreprises sociales ont besoin d'un accompagnement. Et c'est un peu ce que a dit Madame tout à l'heure. Il faudrait absolument qu'il y ait une espèce de synergie entre les différents acteurs de développement territorial pour développer et innover le territoire. Et ce n'est que de cette manière qu'on pourrait parler, n'est-ce pas, de développement inclusif, parce que ces femmes, ce sont des femmes vulnérables, des femmes qu'on pourrait appeler des hommes qui touchent un salaire minimum, moins de. Voilà. Donc, du coup, on parle de l'inclusion, on parle de l'innovation, on parle de développement local, qui, n'est-ce pas, est un mécanisme qui met ensemble tous les acteurs du territoire. Donc, on a été là pour le moment. Merci, M. Barra, pour votre intervention. Je rappelle qu'il intervenait en tant qu'acteur d'ancrage communal, d'ancrage territorial pour l'économie sociale et solidaire et les innovations sociales. Alors, M. Patrice Lopessé, vous présidez le GEPES en tant que cadre de discussion, en tant que plateforme pour l'économie sociale et solidaire au Bénin et en Afrique. De votre position, quelles sont selon vous deux actions fortes que vous pourriez mener pour justement ouvrir la voie à ces deux thématiques dont nous parlons aujourd'hui, pour qu'ils puissent répondre efficacement aux défis sociaux, environnementaux, économiques, culturels, et vraiment pour que ça puisse bien aller, quoi. Merci. Merci beaucoup, Madame Cathy. Moi, je parlerai premièrement du cadre juridique. C'est très important parce que, autrefois, les coopératives maillons forts de l'économie sociale et solidaire étaient encadrées par la loi 61-27. Donc, il y avait un cadre juridique qui accompagnait cette structure, cette organisation principale de l'ESS. Donc, pour moi, le premier problème, c'est un cadre juridique pour l'ESS 1, un cadre juridique pour les organisations de l'ESS. Le second problème, c'est la formation technique et financière, parce que Madame Crémier a dit l'entreprise doit être viable pour être solidaire. Si elle n'est pas viable, elle ne peut pas être solidaire parce que c'est les surplus en matière d'économie sociale et solidaire. On ne parle pas de bénéfices, mais on parle d'excédent ou de surplus. C'est le surplus ou l'excédent qui va contribuer à des actions sociales. Et donc, ce qui manque souvent aux organisations d'économie sociale et solidaire, c'est les formations techniques et financières pour viabiliser leur entreprise. Vous m'avez demandé deux, mais je vais donner un troisième. Allez-y, doyen. Le troisième, c'est l'accès au financement. Ça, c'est l'une des difficultés principales des organisations de l'économie sociale et solidaire. Donc, je ne sais pas si je vais continuer. Merci, doyen, pour votre intervention sur ce point.
je vais demander à Madame Mariam, qui est promotrice de Copetor, j'y arrive enfin, et que j'ai catégorisé comme étant une entreprise de l'ESS. Depuis votre position comme entreprise de l'ESS, quelles sont selon vous 2 actions fortes qui pourraient être menées pour en arriver justement à ce que ces 2 thématiques soient effectivement des moteurs de croissance inclusifs surtout et durables? Merci. Alors, je vais poursuivre ce que M. Le Doyen a commencé. L'accès au financement, c'est pas une manière de la guerre. Et en fait, la logique des appels à projets, qui nous permet aujourd'hui d'être financés, donc il ne s'agit pas de dire que, voilà, en fait, c'est un constat qui est que, avant que l'entreprise soit viable, il y a toute une période où on doit porter les choses à bout du bras, à chercher des financements, ce qui peut nous ralentir dans nos activités, et ce qui peut causer la faillite en fait, de la société, de l'entreprise sociale, donc un appui financier, c'est essentiel, et ça devrait ne pas dépendre uniquement de nos capacités à aller chercher des financements, parce que c'est des logiques qui sont extrêmement professionnelles, c'est un métier qui s'apprend que de chercher des financements, de ne pas se lever un matin et se dire je vais chercher des financements, c'est extrêmement compliqué, c'est opaque. Donc ça, c'est un premier élément qui pour moi est vraiment crucial. Et après, comment obtenir ces financements? Est-ce qu'on passe par la voie locale? Est-ce qu'on doit être accompagné au niveau communal et au niveau étatique? Ça reste à définir, mais je pense qu'il y a beaucoup de choses à penser. Et ensuite, la deuxième chose, c'est pour moi vraiment être vigilant à la façon dont soit on accompagne les entreprises, comme vous, madame, soit à comment on fonctionne nous en interne. Ce que j'entends par là, c'est un des principes de l'économie sociale et solidaire, c'est quand même le fait que le fonctionnement interne de la structure soit démocratique et participatif. Or, le fait que souvent justement on soit, comment je pourrais dire, écartelé entre des logiques financières et des valeurs, fait qu'on peut avoir un fonctionnement qui n'est pas démocratique et qui n'est pas participatif. Or, si on reproduit des logiques ascendantes, on peut une fois de plus causer la perte de notre propre structure. Je ne sais pas si je suis claire ou pas, mais comme on parle quand même de remettre l'humain au cœur de l'économie et au cœur de notre projet, il paraît difficile de retrouver des conditions de travail ou alors des traitements qui sont ceux qu'on connaît dans les grandes entreprises, capitalistes ou peu importe les métiers. Donc pour moi, c'est 2 éléments cruciaux pour construire la viabilité des structures comme la nôtre. J'espère que ça répond à la question. Merci. Oui, largement, ça répond à la question. Alors, Madame Kamifa Kambi, en tant que SAE et SAEI, depuis votre position, qu'est-ce que vous en pensez? 2 actions fortes. Merci. Je pense que je vais revenir forcément sur la question du cadre réglementaire. Je ne vais pas en parler beaucoup, on a plus de temps pour les autres questions, mais on a l'expérience que certains pays, desquels on peut s'inspirer, en particulier du Sénégal aujourd'hui, avec une loi qui est sortie sur l'ESS. Je vois qu'au Cameroun, il y a aussi des choses qui se font. Le Maroc est aussi apparemment un pays très pertinent sur ces questions-là. Donc vraiment, une action forte serait de voir ce qui se fait ailleurs, vraiment en matière de réglementation, et voir comment, ici au Bénin, dans notre contexte, on se met dans ce type de processus au niveau national. Dans cette question-là, par rapport à cette question-là, c'est aussi, je l'évoquais tout à l'heure dans ma présentation, question de la reconnaissance. Il faut vraiment, je pense, être exigeant au moment où l'économie sociale et solidaire et l'entrepreneuriat social et solidaire se déploient. Il faut qu'on soit exigeant sur le respect des principes. Donc ça veut dire qu'il faut quand même qu'il y ait une veille et qu'il y ait une reconnaissance de ça. Je ne veux pas utiliser le terme contrôle, quand même, mais voilà, il y a un petit risque. Régulation peut-être. Voilà. La deuxième action forte pour moi, vu que les acteurs de l'économie sociale et solidaire, quelle que soit leur forme, entreprise, coopérative, organisation de producteurs agricoles, des ONG, des associations qui ont une activité économique, en
général, elles sont appuyées, elles sont accompagnées, elles sont formées. Et dans le cas des entreprises, ce sont, comme on dit, des structures d'accompagnement d'entreprise ou des structures d'appui à l'entrepreneuriat innovant. Il y a plusieurs terminologies, mais en gros, ce sont des personnes, des organisations et des personnes qui doivent être en capacité d'accompagner des entrepreneurs sociaux. Les coopératives sont des entreprises aussi, hein, donc je les inclus bien. Et il faut que ces compétences-là soient réelles. On dit solide pour être solidaire, ça veut dire viabilité économique, ça veut dire que le modèle d'affaires fonctionne, et même si on a besoin de coups de pouce financiers au démarrage, il faut que, en tout cas quand c'est une entreprise, l'activité de l'entreprise permette de rémunérer ce dont elle a besoin de payer, par exemple, de couvrir les charges liées à son activité, ce dont elle a besoin pour mener son activité. Donc, bien associer subvention et enjeu de viabilité économique, je pense que c'est une réflexion aussi très importante. À quel moment la subvention est pertinente? Parce que le risque aussi, par rapport à ça, c'est que la subvention mette sous perfusion des initiatives qui devraient être viables, puisqu'elles s'inscrivent dans le cadre de l'entrepreneuriat, de l'économie sociale et solidaire. Donc, la qualité, pour résumer, ma deuxième action forte, et plusieurs partenaires techniques et financiers, plusieurs programmes d'appui, notamment à l'entrepreneuriat, se sont attaqués à cette question-là, le renforcement des capacités des structures d'appui à l'entrepreneuriat, et notamment ça s'appelle l'entrepreneuriat social et solidaire. Merci beaucoup, Madame Fatombi. Merci vraiment à tous les panélistes pour s'être prêtés à l'exercice de ce deuxième point. Alors, de toutes vos interventions, je retiens quelques éléments qui m'interpellent vraiment. Accès au financement par l'ancrage territorial, cadre juridique, formation technique et en gestion entrepreneuriale pour les SAE et les SAEI, et également développer les atouts et les ressources du territoire. Globalement, s'appuyer sur eux pour répondre aux défis qui sont les leurs. Aujourd'hui, au Bénin, est-ce que nous avons vraiment la possibilité d'offrir cette reconnaissance-là que vous évoquez tous? Est-ce qu'on a la possibilité d'évoquer cette reconnaissance? On a parlé de pouvoir mettre en place le cadre juridique, mais concrètement, quelle est selon vous la méthode? Quelle est la méthode pour y arriver? Parce qu'on aura beau le répéter, on aura beau dire on a besoin d'un cadre légal pour la thématique, on a vraiment besoin d'une reconnaissance juridique, mais quelle est la méthodologie? Est-ce qu'on part de l'ancrage territorial, communal, ou est-ce qu'on part des politiques? Comment est-ce que vous pensez qu'on pourrait y aller? Monsieur Luc veut y aller? Oui, bien. Je pense que, en nous inspirant des exemples qui ont été faits ailleurs, il est important tout d'abord de partir des besoins de la base, des besoins à la base, parce que l'économie sociale est l'économie de la base. Un diagnostic de l'économie sociale à la base, diagnostic participatif, c'est-à-dire avec tous les acteurs qui sont impliqués, les acteurs publics, les structures de financement, les structures d'accompagnement et autres encore. Après ce diagnostic, il est important également de préparer un plaidoyer, par exemple. Au Cameroun, par exemple, nous avons des réseaux, plusieurs réseaux de l'économie sociale, et pour pousser, n'est-ce pas, l'adoption de cette loi de l'économie sociale, il a fallu que nous créions aussi un réseau de parlementaires qui ont soutenu, n'est-ce pas, ce plaidoyer. Le réseau des parlementaires et le réseau des maires ont soutenu le plaidoyer et l'ont porté jusqu'aux décideurs qui ont, n'est-ce pas, émis, n'est-ce pas, trouvé la nécessité de répondre à ces besoins de la base, puisque 80% au moins des activités sont faites dans l'informel et l'économie sociale puise dans l'informel.
c'est le nid de création de richesses dans le cadre de l'économie sociale. Alors, partant donc de ces processus-là, je pense que c'est important. Ce n'est qu'à partir de ces processus qu'on peut arriver à l'adoption d'un cadre légal qui puisse encadrer, n'est-ce pas, et reconnaître exactement et effectivement tout ce que fait ou font les entreprises de l'économie sociale. Parce que ce n'est pas reconnu pour certains. Ce n'est pas, disons mieux, c'est pas assez valorisé pour être reconnu. Donc, en plus des lois, au Cameroun, nous avons des décrets qui accompagnent cette loi. Un décret sur le fonctionnement et la structuration de l'économie sociale, des acteurs de l'économie sociale. C'est important. On peut avoir une loi et ne pas bien l'encadrer. En plus du décret sur le fonctionnement et la structuration, nous avons un décret sur l'enregistrement. Donc, à partir de là, tu peux te présenter en tant que structure de l'économie sociale légalement reconnue avec tous les droits qui t'accompagnent. Donc, pour la méthode, c'est un peu cela que nous avons adopté. Merci. Merci, M. Luc, pour votre méthodologie. SAE et SAE, Mme Fakombi. Oui, alors, je ne suis peut-être pas la mieux placée par rapport à ces questions. La question, c'était sur comment il faut avancer, quelle stratégie pour un cadre réglementaire et juridique. Mais néanmoins, quelques idées. Déjà, je pense que c'est une problématique qu'on doit pouvoir adresser tant au niveau local qu'au niveau des politiques nationales. Au niveau local, il y a beaucoup d'expériences qui donnent matière à ce que les gouvernements locaux, les collectivités territoriales puissent offrir ce cadre-là qui crée, je dirais, un environnement d'affaires favorable pour les différentes entreprises individuelles ou collectives de l'économie sociale et solidaire. Maintenant, au niveau national, je pense qu'il y a une démarche interministérielle qui s'impose parce que ça ne concerne plus uniquement, comme c'était le cas jusqu'à aujourd'hui, le ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche. Ça concerne aussi maintenant le ministère des PME et ça concerne aussi peut-être aussi le ministère de l'Économie et des Finances. Il y a des suggestions qui sont faites par rapport au portage d'un tel cadre réglementaire. Parfois, on entend le ministère des PME, mais on retomberait peut-être dans le schéma où certains types d'acteurs de l'économie sociale et solidaire ne se sentiraient pas concernés ou ne seraient pas couverts. Et l'autre proposition est de le faire porter par le ministère de l'économie et des finances, qui a un positionnement beaucoup plus transversal et qui donne vraiment, pourrait donner de l'importance justement à cette démarche de l'ESS. Merci Madame Kemifa Kombi. Je vais me tourner vers le doyen Patrice Lorisset pour que très rapidement il nous donne son idée de méthodologie pour en arriver à l'adoption du cadre légal. En matière de méthodologie, il faut emprunter 3 canaux. 1. Le CES comme conseiller technique aux institutions et au gouvernement. Donc, à travers le CES, on va engager des plaidoyers envers les institutions du gouvernement. Deuxième canal, l'Assemblée. Comme mon collègue camerounais a dit, créer un réseau, un groupe de parlementaires pour que s'il y a un projet de loi, une proposition de loi, ça reçoit un écho favorable. Troisième canal, c'est l'ANCD, qui est quand même une force territoriale qui gouverne, qui dirige toutes les communes. Donc, son action, l'ANCD, son action sur le gouvernement, sur le Parlement, va renforcer cette méthodologie pour une reconnaissance légale. C'est pourquoi je parle de
3 canaux. Merci beaucoup, doyen, pour votre exposé de méthodologie. Et enfin, Madame Mariam, qui est la promotrice de Bobeto, depuis votre position en tant qu'entreprise de l'économie sociale et solidaire, quelle est selon vous la méthodologie? Alors, je vais essayer de répondre assez succinctement. Mais pour ce qui est des canaux, je suis assez d'accord avec M. le doyen, mais je rajouterai un point qui est que nous, dans notre position, on doit, pour être crédible, créer des précédents. C'est-à-dire soit faire connaître des initiatives qui ont fonctionné ailleurs, que ce soit ailleurs au Bénin ou alors ailleurs dans la sous-région, sur le continent, etc., avec des contextes plus ou moins similaires qui soient pertinents. Et montrer que nous-mêmes, nous sommes un précédent et que du coup, nos options sont viables, elles ont été testées et qu'elles elles peuvent être exportées entre guillemets. Et du coup, agir collectivement pour ensuite interpeller les élus aux différents niveaux, que ce soit au niveau de l'Assemblée, que ce soit au niveau communal, etc. Après, un autre point que j'ajouterais, c'est le fait d'avoir un accès plus facile aux élus. C'est-à-dire que envisager les choses d'une manière, dans le cadre d'une démocratie plus participative, car c'est quand même compliqué, surtout quand une entreprise est isolée, d'interpeller un élu, de vouloir structurer un groupe de parlementaires autour de telle question, autour de telle question, d'où le fait d'agir collectivement et d'où le fait de demander un accès plus facile à nos élus pour pouvoir être entendus. Parce que souvent, il ne s'agit pas de mauvaise volonté, mais juste de manque d'information vis-à-vis des initiatives qui peuvent exister. Donc voilà, contribuer à ce que la volonté politique puisse naître, tout simplement. Merci beaucoup à vous pour vos déclinaisons de méthodologie et je retiens un dénominateur commun à toutes vos interventions, faire intervenir les parlementaires. Et je n'aimerais pas dire ici que je fais un clin d'œil ou un plaidoyer indirect à notre très cher parlementaire que nous avons avec nous dans la salle. Alors, je vous prie d'ovationner vraiment très fort nos panélistes avant que nous entrions dans la phase des questions avec le public. Merci. Alors, nous allons ouvrir les interventions au public et nous allons procéder par rangée. Vous vous inscrivez, vous vous présentez, vous vous inscrivez et voilà, vous déclinez votre problème, votre question et à qui est-ce qu'elle s'adresse exactement aux panélistes. Ou si elle s'adresse à l'ensemble des panélistes, vous le précisez. Si vous vous adressez à une seule personne en particulier, vous le précisez également. Donc, je vais commencer par la rangée que j'ai tout juste en face de moi. Et on va y aller. Alors? Oui, bonjour monsieur. Et allez-y, présentez-vous. Yves Arissou. Vous pouvez me lever s'il vous plaît? Yves Arissou. Merci. Allez-y. Oui. Merci beaucoup. Vous pouvez lui passer le micro s'il vous plaît? Merci beaucoup. Moi, c'est Yves Arissou. Je suis un jeune entrepreneur en culture. Je fais la production et la commercialisation de la viande de la baie. Je remercie les panélistes pour cette enrichissante conseil que nous avons fait ce matin. Ma question essentielle s'adresse à M. Luc. Vous avez parlé tout à l'heure de la cotisation d'une association allant jusqu'à 500 000 de francs CFA. Je pense que ce n'est pas une petite somme. Alors, comment cela, la sécurité, parce qu'il s'agit des hommes avant tout. Et tous, c'est une association, ils ne viennent pas, ils n'ont pas en fait grand-chose en commun en fait. C'est l'association qui les lie. Quelle est la sécurité de ces fonds? C'est ça ma question. Merci. Est-ce que nous avons un autre intervenant de la rangée? D'accord. Merci. Moi, c'est Isidore Besenkon. Et ma préoccupation
question s'adresse à madame de l'entreprise de la vente de compte. Et nous, on est dans la collecte des déchets, nous connaissons la structure qui collecte des déchets dans la vente de compte. Et nous avons quand même une écho un peu de ce que vous faites, mais ça ne nous intéresse pas encore au prix. Vous faites le prix des déchets, et ça sont des produits, je suppose, des objets. Vous faites le prix, et ça vous donne des objets séparés. Mais comment vous arrivez à valoriser ces objets pour que ça devienne des produits? Et ces produits, vous les vendez sur quel marché? Et comment vous avez organisé ce marché, la distribution de vos produits? Donc, cela nous intéresse beaucoup pour pouvoir peut-être l'appliquer à la gestion de nos déchets avec nos femmes pour la vente de vos. Merci. Alors, le micro ne marche pas très bien, donc je ne suis pas sûre d'avoir compris tous les éléments de votre question. Mais vous travaillez, quand vous avez une entreprise de tri des déchets sur Boycon ou sur Poitou? Boycon. Ah, Boycon, ok. Et votre question, elle porte sur, au moment du tri, est-ce qu'on récupère des objets, c'est ça? Et si oui, comment on les catégorise et comment on valorise ensuite? Pour les commercialiser. Comment vous commercialisez ça? Sur quel marché? Ok. Alors. Excusez-nous, madame, nous allons recenser les questions et ensuite procéder aux réponses. Bonjour à tous. Je dois m'adresser aux doyens. C'est même en même. Vous avez parlé, vous avez dit que depuis 2008 que vous êtes actif au niveau de l'économie sociale et solidaire au Bénin. Donc, si je comprends bien, nous sommes à l'aide du deuxième gouvernement. Bon, je vais dire deuxième gouvernement, deuxième président. Troisième président. Tout en sachant que le monsieur actuel, monsieur Patrice Talon, c'est un homme d'action qui aime en quelque sorte les faits. Et madame Myriam a parlé des précédents. Qu'il faudrait présenter au fait ce qui est déjà fait au niveau de toutes les entreprises qui ont déjà eu des actions sociales au Bénin. Je me dis que si on peut en quelque sorte aller vite, excusez-moi, je vais aller vite, parce qu'il n'a que 3 ans encore à faire pour que nous qui venons d'entrer dans cette démarche économique puisse être un peu plus libre, ça peut être bon. C'est-à-dire répertorier déjà des entreprises sociales qui œuvrent déjà sur place et ont déjà des précédents pour que nous puissions en quelque sorte être libres nous autres. Parce que ça plaît en fait. Merci. Merci. Dernier intervenant de la rangée. Ah, d'accord. Alors, je vais commencer par le plus proche. D'accord, merci beaucoup de m'avoir permis de participer à cette conférence. Ma question est celle-ci. Je la pose à madame la présidente de CES Bénin. En fait, aujourd'hui, quand on parle de l'économie sociale solidaire au Bénin, c'est un secteur qui n'est pas aussi reconnu comme les autres entreprises classiques, c'est-à-dire qui est entrepreneur, etc. Déjà, le terme être entrepreneur, c'est un terme où aujourd'hui, si tu es entrepreneur, c'est tout ce qui est dedans. Et encore en ce qui concerne l'entreprise sociale et solidaire, c'est une autre réalité. Alors, j'aimerais savoir, après vous allez m'aider à clarifier les deux, c'est-à-dire, en ce qui concerne l'entreprise sociale, on sait que le gain, comment on appelle là, on sait que le gain n'est pas toujours visé. Le capital n'est pas toujours visé en ce qui concerne l'entreprise sociale et solidaire. Maintenant, depuis que vous êtes au Bénin, et le doyen aussi l'a dit, comment vous faites et ce secteur n'est pas aussi si entendre parler dans tout le Bénin. Et c'est un truc caché en fait. Puisqu'il faut passer dans les coulisses pour en savoir. Parce que j'ai postulé un truc. C'est de là, moi j'ai su qu'il y a entreprise sociale solidaire, quelque chose du genre. Maintenant, également,
pour être entrepreneur social et solidaire, quelles sont les démarches à mener ou bien la capacité ou bien les capacités qu'il faut avoir pour rester dans ce domaine et faire comme les autres qui ont pris par là et ont eu de succès. Merci. Merci à tous. Moi, on m'appelle Zogo de Cause. Je suis de la municipalité de Cotonou, chef division de la politique urbaine et des zones d'activité. Je voudrais m'adresser à M. Luc. Quel a été au Cameroun l'ancrage territorial? Parce que chez nous, au Bénin, nous parlons du conseil de quartier, du conseil d'arrondissement, du conseil communal et aujourd'hui de la NCB. Alors, comment vous avez fait pour intégrer le système camerounais pour qu'on puisse implémenter ça chez nous ici au Bénin? Merci. Bonjour, chers panélistes, bonjour, chers amis, participants à cette conférence de l'économie sociale et solidaire. Je suis Luc Adjé, je suis le responsable d'une coopérative agricole basée dans la commune de Zé. Alors, l'économie sociale et solidaire m'intéresse beaucoup. Et c'est la raison pour laquelle je suis parvenu à mettre en place une coopérative. Mais malheureusement, tous les membres de la coopérative ne comprennent pas encore le but pour prendre effectivement les activités de la coopérative ensemble avec moi comme il se doit pour que nous puissions avancer. Alors, voici ma question. L'économie sociale et solidaire ne vise pas forcément le profit. En tant que jeune entrepreneur, quels sont les conseils ou quelle est la méthodologie pour que nous pouvons adopter afin que notre entreprise coopérative soit viable et dure dans le temps? Merci. Merci, Sibadou, direction générale de l'économie. En fait, on dit que l'économie sociale et solidaire, ça vise la résolution des problèmes sociaux. Mais ça va concrètement avec des exemples. Par quel mécanisme ça touche vraiment le social? L'autre chose, c'est dans notre contexte où chacun, quand il va travailler, c'est pour subvenir à ses propres besoins, un peu comme le système de libéralisme. Je voudrais savoir comment est-ce que ça peut participer concrètement à résoudre vraiment les problèmes de la société. Si chacun sait que bon, c'est lui qui compte c'est lui qui compte d'abord, et après les autres. Comment ça va se passer sur merci. Merci. C'est Tony Ayena. Dans les développements que nous avons entendus, on a entendu que la problématique de financement futile des entreprises sociales et solidaires, la question de financement se pose à elle aussi. Maintenant, si on veut parler de viabilité de ces entreprises-là, dans la démarche pour aller vers la mise en place d'un cadre juridique, comme on le dit, j'ai entendu des propositions, mais je constate que dans cette démarche de sensibilisation des acteurs, on est en train plus ou moins d'oublier une catégorie d'acteurs qui sont détenteurs de cette question de financement. Hier, dans l'activité qu'on a menée autour de cette question de SS toujours, on a entendu dire qu'il ne faut pas fonder cette démarche sur les questions de subvention.
l'entreprise a besoin de financement en allant chercher du financement auprès des structures de crédit. Donc cette catégorie d'acteurs-là, je pense que dès le départ, si on veut véritablement l'envol de l'entrepreneuriat solidaire et social, il faut impliquer cette catégorie d'acteurs. Je voulais savoir qu'est-ce que vous en pensez. Merci beaucoup. Je crois que c'était le dernier intervenant de la première visite. Ok, d'accord. Je vois que nous avons un autre intervenant. Oui, allez-y, monsieur. Ah, madame. Bonjour, chers tous, et bonjour, chers panélistes, et bonjour, chers participants et invités. Ce fut un plaisir pour moi. Je suis venue apprendre. Aussi, c'est vrai, je suis dans l'économie sociale et solidaire. Ça fait un moment, je suis enseignant-chercheur. On m'appelle Aimé Sogo à Tapa. Et j'ai eu un cours à enseigner. On me parle de l'économie sociale. Et j'ai commencé au début, je me disais, les gens ne connaissent pas, comme quelqu'un l'a dit. Jusqu'à ce jour, même pour des auditeurs, tu commences, on se dit, mais qu'est-ce que l'économie vient faire quoi? Le social et l'économie. Est-ce qu'on peut concilier les deux? Mais quand on leur explique, ils sont vraiment là-dedans et ils aiment vraiment entreprendre là-dedans. Donc je me dis aujourd'hui, les jeunes, surtout au niveau de nos universités, on dit qu'il y a beaucoup de chômeurs, il faut les sensibiliser aux opportunités qu'offre cette économie sociale et solidaire. Parce que quand vous entreprenez dans ce domaine, vous irez sur le même marché des matières premières et sur le même marché des biens et services que les entreprises classiques. Donc, comme Madame Kelly l'a dit, il faudrait qu'on ait des entreprises sociales viables. Et pour cela, il faudrait que ces entrepreneurs soient outillés. Donc, la formation technique que le doyen a souligné est très importante. Et l'accès au financement. Je vous dis, ce ne sont pas des entrepreneurs qui peuvent aller vers des structures de financement pour décrocher le financement comme les entreprises classiques. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Le doyen vient de le souligner. S'il y a des structures déjà qui financent ces entrepreneurs sociaux, on peut partager leur expérience. Nous avons, c'est M. Jules Luc qui est là. Comment ça se passe au niveau du Cameroun? Et ceux qui étaient en ligne de l'autre côté, qui sont plus avancés dans le domaine que nous pouvons partager également leur expérience pour pouvoir mettre en place un cadre juridique que nous recherchons et pour faire connaître réellement ce troisième secteur, ce tiers secteur qui vient en appui à l'État et par les services rendus à la communauté. Donc je crois que c'est mon apport. Nous devons partager des expériences, des structures sur place qui appuient, je ne sais pas si Mme Diotchane appuie financièrement déjà des entrepreneurs sociaux. Nous devons faire le point de tous ceux-là qui interviennent déjà dans le financement de ces entrepreneurs pour savoir ce qu'il faut faire. Merci beaucoup. Ok, merci professeur Souglo. Je voulais juste dire, c'est pour ça qu'on est là. La question du cadre légal et institutionnel va être abordée cet après-midi. Et sur le panel, on aura M. Jean-Paul, le chef qui est le secrétaire permanent du réseau des maires de Cameroun. Et en plus de ça, comme vous l'avez dit, on aura des gens on aura le professeur Colas qui va parler du cadre de la France, comment en tant qu'après la travailler, en tant que d'abord avocat et professeur à l'université sur les questions de l'ESS. Et on aura aussi le chantier du Québec, donc le chantier du Québec sur l'ESS aussi, qui vont partager aussi. Donc il y a le panel là qui vient, qui va nous enrichir sur comment les cadres ont été mis en place ailleurs. Et après, on a, je crois, jeudi ou vendredi, un panel aussi sur le financement de l'ESS, donc différents dispositifs qui vont être abordés. Kevin va nous parler de la Youth Bank,
Donc, on va parler de financement participatif, on va parler de beaucoup de dispositifs. Et donc, c'est vraiment pour aborder cette question de compréhension d'abord du concept de l'économie sociale et solidaire, cadre légal institutionnel, financement, et on va parler aussi du mouvement coopératif international, des expériences d'ailleurs, comment ça bouge, les coopératives d'étudiants, les coopératives, donc plein de trucs qu'on va aborder pendant ces jours, donc c'est pour ça qu'il faut vraiment venir. Donc les différents panels qui vont venir après vont aborder ça avec des personnes qui sont très expérimentées. Je voulais juste ajouter ça avant pour juste mettre des gens en confiance au pays. C'est pour ça qu'on est là, pour qu'on puisse s'enrichir, on va prendre les recommandations, tout ce qu'on va écouter là. On va envoyer ça aux différentes autorités, proposer des démarches, et on va pouvoir arriver à trouver. C'est pour ça qu'on est très content d'avoir l'honorable qui est là, qui va sûrement nous aider à pousser les choses au niveau de l'Assemblée nationale. On a le mouvement intercommunal, on a l'ACAL, l'association des maires, donc différents acteurs qui doivent pousser les choses sont là. Donc maintenant, c'est nous enrichir de ceux qui sont déjà très loin par rapport à nous pour voir comment est-ce qu'en s'inspirant de ce qu'ils offrent, ce qu'ils ont fait, on puisse aussi faire bouger les choses au niveau du Bénin. Et tout à l'heure, je discutais avec le G7 qui nous disait essayons de voir ensemble comment est-ce que pour le forum de Dakar, on fait participer quelques cadres du ministère. Je l'ai dit génial, si on arrive à faire ça, c'est que ça va encore plus inspirer ces cadres-là qui sont d'abord des acteurs techniques, cadres qui vont faire bouger les choses au niveau du pays. Donc, les choses bougent, les gens nous regardent, le Bénin est dans la liste maintenant des pays qu'il faut accompagner là, avec toute la dynamique qu'on a lancée ensemble, c'est tout ça. Donc voilà, on y est et on va le faire et je vous prie vraiment d'être avec nous pour les 3 jours, ça va tous nous enrichir, on va avoir plein de réponses sur plein de questions qu'on se pose. Je voulais juste dire ça avant la réponse aux questions. Merci beaucoup, Élisée, pour toute cette précision qui, je suis sûre, mettront en confiance nos chers participants et les différents acteurs ici présents. Alors, je proposerais qu'on évacue déjà les réponses aux questions de la première rangée avant de passer à la deuxième rangée. Donc, voilà. Je vais repasser la parole à nos très chers panélistes. Nous commençons par la question de M. Yves Arissouno, entrepreneur en cuniculture. C'est l'appel est adressé à quelqu'un. C'était à Monsieur Luc. Oui. Monsieur Luc. Oui, votre question portait effectivement sur le système de contrôle, n'est-ce pas? Le système de contrôle des caisses des femmes qui ont cotisé 500 millions de francs CFA. Oui. En fait, comme je vous l'ai dit bien au départ, les principes de l'économie sociale s'inspirent énormément des valeurs culturelles africaines, telles que la confiance, l'entraide, la solidarité et autres. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ici? Ces femmes, elles ont fait confiance à trois autres femmes auxquelles elles ont remis 3 clés. Bon. La caisse ne peut pas s'ouvrir avec une seule clé. Elle s'ouvre avec 3 clés. Donc, le jour où il faudrait faire des retraits, les 3 femmes sont là. Elles ouvrent, la première ouvre avec sa clé, la seconde et la troisième. C'est un système traditionnel, mais qui est aussi basé sur la confiance. C'est un peu le mécanisme qui est utilisé pour ces femmes-là. C'est pas ouvert. Je m'excuse, le micro n'était pas ouvert, j'ai cru que... Donc, je disais que le système de contrôle est basé sur la confiance. Toi, tu les remises à 3 femmes le jour d'ouverture de la caisse. Chacune vient avec sa clé et ouvre la caisse. Donc, c'est un système très rudimentaire, mais assez efficace. Et
qui repose, comme je l'ai dit, sur la confiance. Je ne sais pas si vous êtes satisfait. Certainement, la commune qui a endossé, n'est-ce pas, le projet, accompagne les femmes. Et puis, il y a des formations qu'elles suivent au niveau de la gestion financière pour leur permettre effectivement de bien gérer cet argent qui ne leur appartient pas, qui appartient aux autres femmes et à la communauté pour l'utilité sociale. J'espère que c'est... Merci, Monsieur Luc. Merci beaucoup. Et à Monsieur Yves Aristounon, j'aimerais vraiment dire que nous avons dans la suite des travaux une partie qui est dédiée justement au financement de l'économie sociale et solidaire. Et parmi la panoplie d'alternatives qu'on a, en tout cas disponibles au Bénin, pour répondre à la question d'accès au financement, il y a plusieurs systèmes. Dans ce système-là, on aura donc le temps de largement en discuter. J'aimerais quand même que vous soyez rassurés par rapport à cela. C'est pourquoi il est important que vous restez avec nous pour les 3 jours et de participer vraiment activement aux 3 jours. Ne vous dites pas que c'est juste la journée d'aujourd'hui. On a beaucoup de choses encore à faire ensemble. Donc voilà. Je repasse la parole à nos chers panélistes. Je vois que la prochaine question s'adressait à Madame Kem. Alors, j'ai noté quelques questions. La première que j'ai notée, c'est celle de monsieur, je n'ai pas noté le nom, mais qui demandait comment finalement on accède à des accompagnements sur l'entrepreneuriat social et solidaire, quelle démarche, quelle capacité il faut développer. Et qui disait aussi que c'était un peu caché, l'entrepreneuriat social et solidaire, et qui questionnait également le fait que le capital ne soit pas visé. Il y a une autre personne qui a abordé cette question-là, disait on ne vise pas le profit, et comment on fait pour être viable. Donc peut-être aborder ce point-là d'abord, et ensuite donner des éléments sur l'accès à des accompagnements. On l'a dit à plusieurs reprises, dès lors qu'on parle d'entreprise, que ce soit individuelle ou collective avec les coopératives, il s'agit de créer de la valeur. Qui dit créer de la valeur dit que y a certaines ressources qu'on investit pour mener des activités et on s'attend à ce que, arrivé au bout du cycle de production, quand on a délivré le service, ça peut être vendre un produit, ça peut être un service, et on a créé de la richesse, on a créé de la valeur. Tout l'enjeu avec l'économie sociale et solidaire, contrairement à l'économie capitaliste, c'est qu'est-ce qu'on fait de cette richesse qu'on a créée. Dans l'économie capitaliste, on va distribuer cet argent-là, par exemple, à des actionnaires, à des investisseurs. Donc cet argent, il va aller dans les poches de personnes qui ont investi vraiment pour gagner de l'argent. Leur vocation, la finalité de toute cette opération, c'est de gagner de l'argent. Ça, c'est l'économie capitaliste qui a montré ses limites. Aujourd'hui, on parle d'entrepreneuriat social et solidaire parce qu'on dit cette valeur créée, cette richesse qu'on a créée, on va l'investir dans l'objet social. On va l'investir pour augmenter les impacts. Évidemment, on va bien rémunérer. La base, c'est ça, c'est de rémunérer les personnes qui ont travaillé. Et ça fait partie des coûts qu'il faut couvrir avant de constater qu'on a un excédent ou qu'on a un bénéfice, selon si on est coopérative ou entreprise. Donc, quand on s'inscrit dans une démarche d'entreprise sociale et solidaire, on cherche d'abord à être viable et couvrir tous ces coûts. Et ensuite, si on a gagné, si on a fait un résultat, un bénéfice, c'est la façon dont on va utiliser le bénéfice qui doit être orienté dans l'objet social, la finalité sociale. Il y a la réglementation de 2014 en France de l'ESS qui dit précisément que au moins 30%, si je ne me trompe pas, au moins 30% du bénéfice doit être réinjecté dans l'objet social. Et ça peut se faire de différentes façons. Ça peut se faire en renforçant l'entreprise, ça peut se faire en décidant de mieux payer ses collaborateurs, ça peut se faire en allant chercher de nouveaux collaborateurs pour travailler dans une autre région. Ça peut se faire en décidant de faire un nouvel investissement qui va permettre à ce que le service rendu soit encore plus utile, ou bien, voilà, il y a vraiment plein de façons
là, de réinvestir le résultat dans la finalité, pour la finalité sociale, plutôt que de le distribuer à des actionnaires, des investisseurs, l'entrepreneur lui-même en l'occurrence. Donc ça, c'est pour clarifier cet aspect-là. Ensuite, je veux aborder un autre point que le monsieur de la coopérative agricole de Zay a donné. Sa difficulté à embarquer, à impliquer les coopérateurs, les sociétaires. L'expérience qu'on a, même avec 100 sociétés coopératives, c'est que c'est pas facile. Il y a tout un travail de fond à faire pour définir les fondamentaux, mais de façon inclusive, participative, avec de la transparence et un enjeu de définition de vision. On dit il n'y a de vent favorable que pour ceux qui savent là où ils vont. Si on veut que les sociétaires, les membres d'une coopérative s'investissent, adhèrent vraiment à la vision et à la stratégie de son promoteur. Normalement, il y a plusieurs promoteurs. Là, dans les coopératives, c'est un peu ce que soulignait le doyen tout à l'heure. Il faut quand même un noyau critique au départ. Quand c'est une société coopérative, ce n'est pas une seule personne. Mais en tout cas, partant de 2, 3, 4, 5, on peut devenir 20, 30, 40, 50. Mais si les 20, 30, 40, 50 ne partagent pas la vision, n'ont pas une idée claire du mode de fonctionnement qui est prévu, ne se sentent pas écoutés. C'est cet enjeu de participation. On parle beaucoup de démocratie participative, de participation, de la gouvernance démocratique dans l'ESS. La gouvernance démocratique est un des piliers de l'ESS. C'est vraiment permettre à chacun de trouver sa place. Et pour ça, il y a des choses à faire, ça s'apprend. On a développé tout un module de formation sur cette thématique-là, gouvernance démocratique, comment on fait participer, comment on s'inscrit dans les modes de communication transparente, comment on suscite la collaboration, comment on suscite l'intelligence collective. À mon frère, une entreprise classique peut devenir une entreprise sociale. Une entreprise vise avant tout le profit. En économie sociale solidaire, on n'appelle pas ça profit, on appelle excédent ou surplus. Parce que c'est ce surplus-là qui rentre dans les actions sociales. Si l'entreprise commence à prendre son capital pour faire du social, elle va mourir, elle va disparaître. Donc, comme Mme Kémy a dit, l'entreprise doit être viable, doit être gérée suivant les techniques d'entreprise, être viable et générer des revenus, des surplus. Et c'est ce surplus qui est injecté dans le social suivant les problèmes sociaux que les membres de l'entreprise rencontrent. Je ne sais pas, un de nos collègues avait parlé. Ça dépend, ça peut être pour régler des problèmes de santé, ça peut être pour régler des problèmes d'hébergement, ça peut être... En tout cas, les problèmes sociaux de l'entreprise, les membres de l'entreprise sont recensés. Et c'est l'excédent. C'est pourquoi d'ailleurs nous parlons beaucoup, ou je parle beaucoup du cadre juridique. Parce que le cadre juridique qu'on avait au Bénin, suivant la loi 61-27, dit que au moins 10% des excédents sont dédiés au social. C'est au moins. Donc, le cadre juridique détermine comment l'excédent est redistribué. C'est d'abord au prorata du travail que chacun a fait dans l'entreprise durant une période donnée qu'on distribue. Ensuite, on réserve une partie qui n'est pas distribuée, mais qui est réservée pour les actions sociales relatives aux membres, disons aux entrepreneurs de l'entreprise déterminée. Donc, si l'entreprise classique, pour ne pas dire capitaliste, veut devenir, par exemple, sociale, elle commence par ouvrir, par exemple, son action, ses actions à ses employés. Ensuite, elle commence le bénéfice qu'ils appellent profit et commence à réserver une partie pour régler les problèmes sociaux des membres
des employés de son entreprise. Ainsi, elle devient progressivement entreprise sociale. Mais il y a l'entreprise sociale née, que sont les coopératives, les GIE, les ONG ou autres, qui sont nées entreprises sociales parce que à la création, ils sont confrontés aux mêmes difficultés presque, et sachant qu'ils ne peuvent pas arriver individuellement cette difficulté, ils se mettent ensemble pour créer une entreprise qui gère à leur risque et profit. Donc, si l'entreprise dégage des bénéfices, ils savent déjà, en se mettant ensemble, quel est le problème qui les a amenés là. Et ils s'attaquent d'abord à ce problème qu'ils commencent à résoudre. Donc, c'est une entreprise sociale. Donc, je ne sais pas si je me suis fait comprendre. Merci beaucoup, doyen. Je crois que M. Badou nous fait signe qu'il est satisfait par votre intervention. Et merci pour la méthodologie, justement, qui montre un peu comment on peut passer d'une entreprise capitaliste pour se muter en entreprise sociale. Et je vais passer la parole rapidement à M. Luc, et respectivement pardon à M. Luc et Mme Kemi, qui en 1 minute chacun vont apporter quelques compléments. Merci. Oui, moi j'apporterai un complément de réponse à ce que vient de dire le doyen, en faisant un lien entre l'ancrage territorial et le surplus des bénéfices des coopératives dont a parlé le doyen tout à l'heure. En fait, comme le disait le doyen, ces surplus sont réinvestis dans l'action sociale, pour une finalité sociale et environnementale, ou environnementale. Dans le cas des entreprises classiques, la plupart des entreprises classiques ont ce qu'on appelle des politiques de RSE, c'est-à-dire de responsabilité sociétale. Ce n'est pas toutes qui l'ont, mais en fait tous devraient l'avoir. Vous avez entendu aujourd'hui quelqu'un dire c'est les entreprises qui polluent le plus, qui s'étardent, je ne sais pas quoi, les entreprises qui polluent le plus, qui, bien entendu, ils ont beaucoup de bénéfices, mais ils ne parviennent pas à intervenir dans le cadre social. Mais celles qui interviennent dans le cadre social peuvent le faire à travers leur politique de responsabilité sociétale. Donc, parlant des coopératives comme entreprises territoriales, qu'est-ce qu'elles font? Leur surplus, il y en a qui peuvent, pour des cas concrets, qui peuvent par exemple construire, décider que, bon, il y a une école qui est en train dont le toit est en train de chuter. Avec nos surplus, on va, n'est-ce pas, remettre le toit de cette école pour que les enfants soient à l'abri. En Italie, le cas de l'Italie par exemple, chaque coopérative prend dans ce surplus 3%, c'est-à-dire de ses bénéfices. Ils mettent dans le fonds, un fonds d'investissement, un fonds de garantie plus ou moins, qui contribue à relever les autres coopératives qui sont en train de chuter, par exemple. Elles peuvent contribuer à créer d'autres coopératives, toujours dans la filière où elles travaillent. Donc, c'est un peu de cette manière qu'au niveau du territoire, on a le territoire grandit, le territoire s'innove, le territoire se développe. C'est un peu cela. Merci beaucoup, monsieur Luc. Très rapidement, madame Kelly, très rapidement. Oui, très rapidement. C'est vraiment important ce qu'on a là, parce que c'est la clarification de concept. Et donc, le doyen a bien fait de parler du cas d'entreprises qui sont nées sociales, soit parce que c'est leur statut, soit parce que leur modèle économique, la solution qu'elles apportent est une réponse à une problématique sociale. C'est le cas, avec les exemples que Marianne a donné, c'est le cas avec les entreprises qui sont présentées ici à l'écran. C'est le modèle social même à la base qui fait d'elles des entreprises sociales, parce que ça apporte une réponse. Après, si elles ont un surplus, si elles ont un excédent, elles peuvent aussi décider de réinvestir dans leur objet social d'abord ou de faire des actions caritatives. Et ce que je voulais souligner, c'est le troisième cas où une entreprise, là je donne l'exemple, Total, c'est une entreprise qui utilise une partie de son résultat mirobolant
dans des actions caritatives, dans des projets de développement. Ça ne fait pas de Total une entreprise sociale et solidaire, mais elle a une politique de responsabilité sociale des entreprises RSE qui est très très poussée parce qu'elle en a besoin pour éviter de se faire voler le monopole peut-être. Pour redorer son image. Voilà. Merci beaucoup, Madame Kémy. Et je vais donner la parole à la rangée qui se trouve à ma gauche pour rapidement deux intervenants à qui les panélistes vont répondre directement. Je rappelle que si votre intervention avait déjà été prise en compte, merci de laisser la parole à d'autres personnes. Très rapidement, deux personnes. Oui, je vois une dame. Merci beaucoup. Moi, c'est Tatiana Alicin. Je représente Technocell Bénin. Je suis chargée de partenariat sur le projet Bénin. J'ai suivi un peu tout ce qui concerne l'économie sociale et solidaire. Et comme l'a dit Madame de Sens, nous accompagnons des entreprises, que ce soit l'économie sociale ou pas, et qui vraiment ne savent pas que peut-être qu'il existe. Par exemple, quand j'ai suivi ce que Madame qui est dans le domaine du charbon, j'ai un entrepreneur qui fait du charbon écologique. Mais je me demande qu'est-ce qui est fait actuellement, mais qu'est-ce qui est prévu pour ces entreprises sociales, mais en matière d'accès au marché. Parce qu'une chose est de les encourager à être entreprises sociales, mais par exemple, nos entrepreneurs qui se retrouvent dans ce domaine ont du mal à écouler leurs produits. Donc, qu'est-ce qui est fait actuellement, qu'est-ce qui est prévu pour ces entreprises sociales? Merci beaucoup. Et aussi, bon, je sais pas, j'ai suivi une partie où il y a un réseau local qui est dans les communes. Est-ce qu'il y a un réseau national qui existe pour que nous puissions quand même envoyer nos entrepreneurs qui respectent ce profil, qui sont de ce profil derrière ce réseau, parce qu'ils n'ont pas encore l'information. Merci beaucoup. Merci. Un deuxième et dernier intervenant. D'accord, monsieur Alice. Le monsieur en bleu, blanc, il avait levé la main. En premier. Merci pour cette opportunité que vous m'offrez. Je voudrais poser une question relative, je vais dire, à la mise en œuvre au mouvement des SS au Bénin. Tout à l'heure, quand on a écouté le doyen, il a parlé de toutes les luttes qui ont été menées et plus d'un sont intervenus tout à l'heure pour dire combien le mouvement reste encore caché. Et personnellement, je voudrais demander par rapport à tout ce qui se fait, qu'en est-il vraiment des publications qui permettent de rendre visible cela et qui permettent de susciter ou d'inciter des lobbies favorables réellement à la définition du cadre légal dont on a parlé, dont on déplore encore le détaillement au Bénin. Personnellement, je travaille sur les innovations sociales et je suis une recherche dans le cadre de ma thèse. Je peux dire tout le carnet que j'ai pour avoir d'informations au Bénin, je n'ai jamais su, malgré mes recherches, que les SSO Bénin, comment on appelle, appliquent depuis des années et qu'on est même à ce niveau-là avec des organisations tellement engagées, actives dans le domaine. Et aujourd'hui, j'ai cette opportunité pour découvrir. Je me demande alors, tout à l'heure, M. Luc a parlé d'une publication que aussitôt j'ai pu avoir, que j'ai été déchargé. Je me demande au Bénin, spécialement, tout ce qui se fait, comme vous l'avez dit, une lutte, des batailles, c'est beaucoup d'actions. Comment est-ce qu'on arrive à rendre cela visible pour faciliter également la recherche, quand on connaît le rôle de la recherche dans la promotion de tels mouvements, de telles initiatives. Et si, entre-temps, je me trompe et qu'il y a des publications, peut-être qu'elles sont moins accessibles et qu'il faut nous indiquer les moyens, les voies de moyens pour pouvoir accéder à cela. Merci. Merci. La thématique est tellement intéressante que nous sommes largement au-dessus du temps imparti. Donc, je vais demander à nos très chers panélistes d'y aller vraiment de façon succincte et qui voudraient se lancer, puisque les questions ne sont adressées à personne en particulier. Madame Kémy. Merci. Vous répondez à Tatiana, Madame Tatiana. D'abord, oui. Donc, sur l'enjeu de marché, je dirais que c'est la problématique de toute entreprise
social et solidaire ou non. Maintenant, dans le cas de l'ESS, et ça a été le cas dans le département des collines, les acteurs du territoire peuvent faciliter l'accès à des marchés, par exemple l'accès à des marchés publics. Tout ce qui est de l'ordre dans le secteur agroalimentaire, ça peut être une façon vraiment de promouvoir les entreprises sur leur territoire que de décider, par exemple par décret, ça a été fait à Paracou, avec le Paracou, je pense que dans les collines aussi il y a des choses dans ce sens-là, de dire on va prioriser les produits locaux. Donc je l'ai vu dans le secteur agroalimentaire, mais c'est probablement possible de le décliner sur d'autres types de secteurs d'activité. Et il y a effectivement une réflexion à faire là pour voir comment, parce qu'il y a un service rendu par ces entreprises-là, comment on peut faciliter le développement de leur marché. Les entrepreneurs qui ont été accompagnés dans le cadre de Bénilise et qui sont, sans le savoir, dans ce type de démarche-là, je pense que ce serait une bonne chose qu'on en parle davantage. On en parle déjà un peu avec M. Grégory Valadier. Donc oui, il y a des chemins, il y a je pense qu'il y a une opportunité pour leur faire passer comme une sorte de comité qui va leur permettre de prendre conscience de ce positionnement qu'elles ont et permettre de les mettre en lumière comme on l'a fait avec un certain nombre d'entrepreneurs dans le cadre d'une formation qu'on a offerte au SAE dans les 2 derniers mois. Donc nous parlons ensemble. Je pense que je vais laisser les collègues panélistes répondre. Par rapport aux questions d'accès au marché, je crois que Mme Tatiana a eu certains éléments de réponse et elle pourra quand même faire aussi un tour avec sa hiérarchie. Et je vais demander si le doyen voudrait répondre à la deuxième question. La communication autour et les publications. D'accord, de la documentation en gros, c'est bien ça? Bien, mon cher ami, je vous remercie beaucoup. On en a tellement fait, ce qui fait qu'à un moment donné, nous déployer. On a commencé par l'université, à rencontrer le doyen de la faculté d'agronomie. C'est le premier qu'on a rencontré. On a rencontré le doyen de la faculté de lettres pour qu'ils encouragent des étudiants à choisir des thèmes relatifs à l'économie sociale et solidaire. Ensuite, au niveau du gouvernement, on avait rencontré celui qui faisait office de premier ministre, c'est pas lui-même, mais son directeur de cabinet, c'est lui-même qui devait nous recevoir. Il n'a pas eu le temps, c'est le directeur de cabinet qui nous a reçus. Et on a parlé, et puis il a pris une autre, il a dit, ok, on va vous accompagner. L'accompagnement est resté mieux. Ensuite, on est allé au niveau de l'Assemblée nationale. Permettez-moi d'appeler le nom. C'était M. Nango qui était là, qui nous avait bien reçus avec des parlementaires. Et on a créé le jour même un comité parlementaire de soutien à l'USS. Il a désigné un collaborateur de son bureau pour le suivi. Et on a fait un gros paquet de documents qu'on a fait transporter à celui-là, réponse, lettre, morte. Et donc, après, c'est le CS s'est débattu, le représentant était là tout à l'heure, s'est débattu pour que ça aille au niveau de l'État, du chef de l'État, quelqu'un a posé la question, on n'a pas pu répondre, pour que ça aille au niveau du chef de l'État, c'était encore resté lettre morte. On a fait des publications au journal Le Matinal sur l'USS. On a fait des communications à la radio, à la télévision sur l'USS. Donc, on a fait beaucoup de communications. Peut-être que parce qu'on était une seule organisation relative à l'USS, la solution on est en train de trouver. Parce que les acteurs de l'USS maintenant s'élargissent et vont s'élargir davantage avec cette rencontre. Et le lobbying va être plus efficace et plus large. Je crois qu'il a apporté un effet de réponse. Merci beaucoup, doyen, pour votre rapport. Et pour finir, Madame Bécon, Sylvie Adja,
qui aimerait quand même apporter très très rapidement un petit complément? Ok, merci. Je pense que c'est ce que le doyen a dit. Merci beaucoup. C'est un combat de longue haleine qui a commencé, mais peut-être fort heureusement, qui est en train de connaître un bon déroulement avec tous les acteurs qui sont là. Et comme M. Lisée l'avait dit tout à l'heure, il y aura un autre panel après le déjeuner qui va vraiment statuer sur les pas à mener, le cadre institutionnel et légal qu'il faudra mettre en place. Et le représentant du CS était là, on a échangé tout à l'heure à la pause. Donc, comment mener des plaidoyers sur la question, comment mettre en place un groupe de travail. C'est pour vous dire que si vous êtes encore avec nous, vous restez avec nous jusqu'à la fin de la journée ou de 3 jours. C'est sûr qu'on va mettre en place un groupe de travail. On l'avait mis en place il y a un moment donné, on avait pensé à une consortium de l'économie sociale et solidaire qui a fait un peu son bout de chemin et qui s'est aussi arrêté avec la relance de l'envol et tout ça et autres. Donc, c'est dit qu'il y a un cheminement et aucune loi ne vient facilement. Ça prend du temps. Mais ce qui est important, c'est que chaque fois, il y a des avancées, il y a des pas qui sont faits. Et je pense que avant de finir cette conférence, nous allons mettre sur pied un groupe de travail avec les différents acteurs. Nous avons vu déjà l'association des maires ici, les structures qui accompagnent l'ESS, donc ceux qui nous ont déjà aussi dénoncé par rapport à la législation et tout. Donc un travail sera fait pour pouvoir avancer, pour pouvoir présenter des plaidoyers. Donc soyez rassurés, vous pouvez toujours vous ajouter à nous. On a besoin des universitaires, on a besoin de tout le monde. Merci. Des parlementaires. En gros,